Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. La situation sécuritaire générale sur l'ensemble du territoire jugée en nette amélioration. Le point sécuritaire sur les campus, la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement afin d'y faire régner l'ordre, la dissolution de toutes les associations syndicales étudiantines, principaux points abordés au cours de la réunion du Conseil national de sécurité, réunion présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Réunion extraordinaire du comité consultatif de la fonction publique hier jeudi, réunion présidée par la ministre d'État, ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration Anne-Désirée Ouloto. Au nombre des points abordés, la revendication relative aux primes et l'adoption d'un chronogramme de travail. On en saura plus dans un instant avec notre reporter Grace Kondo sur le sujet. Et puis ce vendredi, comme tous les vendredis d'ailleurs, le sport au rendez-vous ce 13 h avec plusieurs sujets à l'affiche, surtout du football féminin. Nous aborderons le lancement du championnat féminin pour le compte de la saison 2024. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Toutes les associations syndicales et étudiantines dissoutes, la situation sécuritaire générale sur l'ensemble du territoire jugée en nette amélioration. Voici quelques grandes lignes des points abordés au cours de cette réunion du Conseil national de sécurité qui s'est tenue hier jeudi au Palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Fidel Sarr, ministre directeur de cabinet du chef de l'État, secrétaire exécutif du CNS. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 17 octobre 2024 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale. À la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction que depuis sa dernière réunion, la situation sécuritaire générale connaît une nette amélioration sur l'ensemble du territoire national. En effet, l'indice général de sécurité est passé de 1,5 en juin 2024 à 1,2 au mois de septembre de la même année, soit une baisse de 20%. Ce bilan satisfaisant traduit une fois de plus l'efficacité des nombreuses opérations de sécurisation régulièrement menées dans notre pays par les forces de défense et de sécurité. À titre illustratif, ces opérations ont permis, sur les mois d'août et septembre 2024, la saisie de diverses drogues, dont plus d'une tonne de cannabis, la saisie et la destruction de nombreux matériels liés à la pratique de l'orpaillage illégal, notamment des dragues, des motopompes, des pelleteuses et des générateurs électriques. L'interpellation de plus de 600 individus impliqués dans des actes délictueux tels la consommation de stupéfiants, la cybercriminalité et le non-respect du code de la route. Le Conseil national de sécurité se félicite par ailleurs de la baisse d'environ 31% du nombre d'accidents de la circulation qui est passé de 1833 en juin 2024 à 1403 en septembre 2024. Le Conseil national de sécurité note également avec satisfaction les résultats probants de la mise en application des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la violence en milieu universitaire. Pour rappel, ces mesures font suite à l'assassinat de 2 étudiants, membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, par des individus identifiés comme étant également membres de cette fédération. Le président de la République, tout en déplorant ces actes inacceptables, présente ses condoléances et exprime sa compassion aux familles des victimes.
Parmi ces mesures figurent notamment la prise d'un arrêté interministériel portant interdiction à titre conservatoire des activités des associations syndicales estudiantines et scolaires sur l'ensemble du territoire, l'ouverture d'une enquête judiciaire et l'interpellation de plusieurs suspects, ainsi que l'expulsion de toutes les personnes irrégulièrement logées dans les campus universitaires. Le bilan de ces mesures gouvernementales enregistrées à ce jour sur toute l'étendue du territoire national s'établit comme suit. L'interpellation et le déferment au parquet d'Abidjan Plateau de 17 étudiants, dont M. Kambou Sié, secrétaire général national de la FESI, dans le cadre des enquêtes sur les assassinats des 2 étudiants. L'interpellation et le déferment de 28 étudiants à l'issue des opérations de déguerpissement menées dans les cités universitaires d'Abidjan et de Bouaké. L'expulsion d'environ 5000 individus irrégulièrement logés dans les cités universitaires d'Abidjan, de Bouaké et de Daloa. La saisie d'un lot important d'armes blanches, dont 107 machettes, de grenades et de plusieurs autres matériels, notamment des treillis des forces de défense et de sécurité. La destruction de nombreux commerces illégaux ainsi que de 4 fumoirs, d'une maison close et d'un tunnel de torture. Et la démolition des quartiers généraux et des sièges de la FESI et du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire à Abidjan, Daloa et Bouaké. Ces opérations d'assainissement dans les cités universitaires coupées à la prise de l'arrêté interministériel ont ainsi permis à nos universités de retrouver la quiétude nécessaire au bon déroulement des activités académiques. Dans ce contexte, à l'issue de l'examen des rapports des ministres en charge de la justice, de la sécurité et de l'enseignement supérieur, le Conseil national de sécurité décide des mesures suivantes. Maintenir la décision d'interdiction à titre conservatoire des activités des associations syndicales estudiantines et scolaires sur l'ensemble du territoire national. Procéder à l'arrestation dans les meilleurs délais de toutes les personnes impliquées dans le meurtre des 2 étudiants en vue de les traduire devant les tribunaux. Poursuivre avec vigueur l'assainissement des campus universitaires en vue d'éliminer toutes les pratiques illégales. Maintenir une présence policière sur les campus à risque afin de restaurer un climat de sécurité propice à la bonne administration d'un enseignement de qualité. Le Conseil national de sécurité a également entendu une communication du ministre en charge de l'enseignement supérieur sur la situation dans les cités universitaires. Dans cette communication, le ministre a proposé diverses mesures, notamment la réhabilitation par étapes des anciennes universités, grandes écoles publiques et cités universitaires, ainsi que la réattribution des chambres universitaires selon un processus d'admission et de réadmission qui devra prendre en compte des critères tels que les résultats académiques, l'âge et la vulnérabilité sociale. Le ministre a en outre proposé la dissolution de toutes les associations syndicales estudiantines. Le Conseil national de sécurité a entériné ces propositions. À cet égard, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de prendre les dispositions pour la mise en œuvre de ces mesures. Au terme de la réunion, le chef de l'État, satisfait du bilan sécuritaire général, a réitéré ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à l'ensemble des ministres et acteurs engagés dans la sécurisation et la stabilité de notre pays. Enfin, le président de la République les a de nouveau exhortés à persévérer dans leurs efforts pour le bien-être des populations
vivant en Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le jeudi 17 octobre 2024. Voilà, à l'instant, Fidèle Sarasoro, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité. Des mesures prises par le gouvernement pour instaurer un climat de paix favorable aux études universitaires. Et parlons justement de climat de paix favorable aux études universitaires. À l'université Péléforogon Coulibaly de Korogo, on ne connaît pas ces situations d'insécurité. Cette université compte parmi les plus pacifiées du pays, exempte de violences syndicales et estudiantines. C'est ce que nous rapportent nos reporters Siekwasi, Didier Nguessan. Comment les dirigeants de cette institution y sont parvenus et surtout, comment comptent-ils tenir le cap? Reportage. L'université se fonde sur l'existence des étudiants. Il faut qu'ils en soient conscients et qu'ils jouent pleinement leur rôle dans l'animation de notre université. Université Péléforogon Coulibaly de Korogo, salle B. Après la rentrée solennelle, la présidente de l'institution et les enseignants réfléchissent sur comment conduire à bon port l'année académique 2024-2025. Dans cette université à vocation agro-pastorale, la question de la non-violence gouverne toutes les actions. Je demande aux étudiants d'être plus responsables, d'être plus consciencieux, de se dire qu'ils ont une chance. Avec le ministre Diawara, nous avons des années qui sont normalisées. Ça veut dire que des années qui commencent en septembre et qui finissent en juillet. Ils auront le temps après d'avoir des vacances bien méritées, mais avant, il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils viennent à l'école, il faut qu'ils viennent à l'université, il faut qu'ils suivent les cours. Et le domaine universitaire, c'est un domaine qui est fait pour apprendre. À l'université de Korogo, les étudiants ont été profilés pour servir de modèle à leurs camarades du reste du pays. Une philosophie qui cadre bien avec la vision du gouvernement. Avec l'université Péléforogon Coulibaly, nous les étudiants, nous avons droit à l'expression. Cela nous donne l'opportunité ici de pouvoir exprimer tous nos besoins. Et nous saluons de passage notre présidente, professeur Coulibaly Awasugo, qui n'a pas tardé à nous réunir afin de pouvoir résoudre nos difficultés et nous permettre d'être dans un cadre vraiment sain. C'est cette éducation que nous donnons aux étudiants. C'est vraiment une famille. Nous leur disons toujours qu'il faut qu'on regarde dans la même direction, qu'ils respectent les textes. Rien qu'en respectant les textes, ils sont eux-mêmes libres. Dans les rangs du personnel, on s'attelle à faire de cette identité remarquable une fierté nationale. On a vraiment fait des efforts dans ce sens avec des professeurs d'université qui animent notre centre d'écoute et qui élisent les tuteurs qui encadrent ceux qui viennent en première année. Donc, les étudiants ont l'esprit, j'allais dire, fixé sur leur réussite et ils n'ont pas le temps d'aller se mettre à créer des vices dans la ville. Quand l'université est pacifiée, il y a la tranquillité, donc il y a un bon esprit. Les étudiants sont disposés à apprendre, les enseignants aussi sont disposés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que les étudiants puissent mieux comprendre et faire de bons résultats. Dans les cités universitaires de Korogo, cette politique fait son petit bonhomme de chemin. Pas question de perturber le calme instauré par les dirigeants de l'institution. Le domaine universitaire, c'est un domaine qui est fait pour apprendre. Donc, je les exhorte vivement que cette année soit une année excellente sur le plan académique, sur le plan social. Depuis que je suis là, il n'y a pas eu de grève. Ça fait 2 ans maintenant. On travaille bien ici. Il n'y a pas de violence. Il faut être sociable avec tes camarades. Ne surtout pas pratiquer la violence. Aujourd'hui, la nouvelle équipe prend la main avec une vision nouvelle faite de l'université Péléforogon Coulibaly de Korogo, l'une des universités les plus dynamiques de Côte d'Ivoire. Et loin des parvis des cités universitaires, engageons-nous à présent sur un autre champ de lutte, celui de la santé. Nous sommes dans le mois d'octobre, vous le savez, madame, monsieur, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, ce qui justifie le port de ce pins que nous arborons fièrement. Eh bien, en guise de solidarité à cette lutte, le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, eh bien, solidaire également de cette lutte, a procédé au lancement officiel de la campagne Octobre Rose. Le cancer du sein, il est possible d'en guérir à condition de le dépister précocement, message réitéré par le chef du gouvernement. Franck Quadio. Côte d'Ivoire, depuis la création en 2018 du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, niché au sein du centre hospitalier universitaire CHU de Cocody, le risque de décès lié au cancer du sein a chuté de 25%.
Un atout pour la lutte contre le cancer du sein relevé par la directrice du CNRAO, ce jour consacré au lancement officiel de la campagne nationale Octobre Rose édition 2024. 31 décembre 2023, un travail a été fait. Aujourd'hui, nous pouvons dire que après 5 ans de création de cet hôpital, pour les patients qui y sont suivis, la survie à 5 ans a doublé parce qu'en 2017, les chiffres nationaux faisaient état de 30 femmes qui étaient sauvées après 5 ans et nous sommes passés à 63 par la grâce de Dieu. La Côte d'Ivoire renforce la résilience et accompagne au mieux les patients. Ils sont plus de 12 000 jusqu'à aujourd'hui répertoriés pour un taux de guérison de plus de 80%. Fanta Samassi et la personnalité médiatique Nadia Sabé sont aujourd'hui des figures de proue de cette action efficace du CNRAO contre le cancer du sein. Il y a près d'1 an, on m'a diagnostiqué d'un cancer de sein, à un stade avancé malheureusement. Ce fut un choc, mais grâce à Dieu et au soutien de mes proches, j'ai pu faire face à cette épreuve. Aujourd'hui, je tiens à souligner l'importance du dépistage du cancer du sein. C'est une étape cruciale pour détecter la maladie à temps et augmenter les chances de guérison. Trop de femmes négligent ce geste, mais il peut sauver des vies. À toutes celles qui traversent la même chose que moi, je veux dire ceci. Ne baissez jamais les bras. Il y a cependant beaucoup à faire, surtout en matière de renforcement du dispositif sanitaire. C'est le lieu de remercier donc Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a fait de la santé l'un des piliers essentiels de son programme de gouvernement Côte d'Ivoire solidaire et qui a réalisé de nombreux investissements dans le secteur de la santé. Je suis heureux d'annoncer que partout en Côte d'Ivoire, nous pouvons faire aujourd'hui la mammographie grâce aux centres de référence qui ont été mis en place dans les pôles d'excellence, aussi bien à Korogo, à Bouaké, à Yamsokro, à Daloa et j'en passe. Pour vaincre le cancer, la mobilisation collective, en plus de l'action de l'État, est aussi une réponse préconisée, et ce sans oublier le message principal rappelé par le chef du gouvernement. À travers ces centres, nous avons le mécanisme par lequel nous pouvons arriver à guérir du cancer. Lequel mécanisme met en évidence qu'il faut avoir le courage de se faire détecter très tôt. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à faire des bilans annuels de santé pour voir si tout marche bien. Tout ce que nous avons écouté a mis en évidence tous les efforts que l'État a réalisés. Dans quelques mois, il y aura un complément de prise en charge par l'hospitalisation qui est le point d'orgue de tout ce qui s'est fait. En termes d'initiatives concrètes à venir, une soirée de mobilisation de fonds pour soutenir les malades vulnérables, mais surtout la création de plusieurs centres, dont celui de Grand Bassam, incluant la radiothérapie, des centres dédiés à tout type de cancer. Rappelons que le mois de novembre sera dédié au cancer de la prostate. Une bataille contre le cancer du sein qui se gagnera à force de mobilisation générale et surtout de sensibilisation à l'union contre ce tueur silencieux. Et s'unir demande que l'on se parle, que l'on discute quand surviennent des points de divergence dans sa logique de concertation et de dialogue sous la présidence de la ministre d'État, ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto. Le comité consultatif de la fonction publique s'est réuni hier jeudi. Au nombre des points abordés, la revendication relative aux primes et l'adoption d'un chronogramme de travail. Grâce Cando. Le gouvernement ivoirien maintient la logique du dialogue pour répondre aux préoccupations des fonctionnaires et agents de l'État. C'est à juste titre que ce jeudi a eu lieu la première réunion extraordinaire du comité consultatif de la fonction publique, présidée par la ministre d'État, ministre de la fonction publique. Au nombre des points abordés, les revendications relatives aux primes, l'adoption de la feuille de route et un chronogramme de travail. Le comité a donc décidé de s'assurer de l'exhaustivité des demandes exprimées, d'en évaluer l'impact financier et de faire des propositions au ministre en charge de la fonction publique en vue de leur communication au gouvernement. Le comité a adopté une feuille de route assortie d'un chronogramme de travail pour la période 2024-2025 afin d'examiner les préoccupations majeures des fonctionnaires et agents de l'État. Au terme des travaux, la présidente a salué l'ambiance studieuse et l'esprit fraternel qui ont prévalu
tout au long de cette session. Le comité consultatif de la fonction publique est composé de 16 membres, dont 8 représentants des syndicats signataires de la trêve sociale et 8 membres de l'administration. L'objectif, c'est de renforcer ce cadre de dialogue par la réflexion, par des avis, par la participation des centrales effectuelles syndicales, donc des syndicats, à la prise de décision. Nous voulons un nouveau paradigme dans la gouvernance des organisations syndicales, dans les relations que nous avons avec les organisations syndicales. Cela est extrêmement important. Nous avons commencé un processus. Nous sommes à la 2e trêve sociale. Ce qui compte, c'est notre capacité de résilience. Et je voudrais encore une fois remercier les organisations syndicales qui se sont engagées pour le dialogue social et pour la paix dans notre pays. La prochaine réunion ordinaire du comité consultatif aura lieu le 28 novembre prochain au ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Madame, Monsieur, ville durable et technologique, quelle contribution de l'économie circulaire? C'est autour de cette question que se tient ici à Abidjan la 2e édition du Forum international de l'économie circulaire, en abrégé EcoCir 2024. Plusieurs membres du gouvernement et ministres-gouverneurs ont été les témoins de la cérémonie officielle d'ouverture de ce forum. Walter Amadou Ouattara. C'est ce panel inaugural intitulé « Ville durable, technologie ». Quelle contribution de l'économie circulaire qui ouvre l'EcoCir 2024, Forum international de l'économie circulaire. Il fait la promotion de la durabilité des villes en Afrique. En effet, l'économie circulaire vise à limiter le gaspillage de nos ressources naturelles. L'économie circulaire est une question qui préoccupe plus au sommet de l'État de Côte d'Ivoire. D'autant plus que le Premier ministre lui-même est initiateur des EcoCir. En l'organisant, le district autonome d'Abidjan, en collaboration avec Seya Valopri, de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'ONG Challenge Tech International, souhaitent mettre à contribution un cadre de convergence des idées innovatrices tout en favorisant des pratiques durables. Jacques Assaoui-Conan, ministre de l'Environnement, exhorte la population à s'approprier le concept de l'économie circulaire. L'économie circulaire, conçue comme un modèle économique qui vise à préserver les ressources naturelles par la réutilisation des objets en fin de vie comme matière première, il est impératif que nous repensions notre modèle économique. 4 jours durant, 24 000 visiteurs sont attendus dans 250 stands, 30 communications avec plus de 50 experts. Un devoir de mémoire à présent, c'est un exercice auquel se soumet chaque année la rédaction en mémoire du grand homme qu'a été Félix Houphouët-Boigny, père de la nation, 18 octobre 1905, 18 octobre 2024. Il aura eu 119 ans s'il était encore de ce monde. Voici 31 ans qu'il nous a quittés. En ce jour anniversaire de sa naissance, la rédaction a pour lui une pensée particulière. Alexis Ouattara. Félix Houphouët-Boigny est le symbole de la Côte d'Ivoire libre et indépendante. C'est lui, le tout premier président ivoirien. Né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro, il décède en 1993. Sa vie aura marqué son pays, l'Afrique et le monde entier. Félix Houphouët-Boigny a occupé plusieurs fonctions, médecin, dirigeant syndical, ministre de gouvernement français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Premier ministre et enfin président de la République de Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Engagé dans le processus de décolonisation de l'Afrique, il s'érige comme un artisan de paix. En 1989, il crée un prix pour la recherche de la paix parrainé par l'UNESCO et validé jusqu'à ce jour chaque année par un jury international composé de 11 personnalités originaires des 5 continents. Cette année d'ailleurs, c'est l'ancien Premier ministre du Portugal, António Luís Santos da Costa, qu'il a reçu à Paris pour son engagement pour la paix, la coopération internationale et le développement durable des pays du Sud. La quête permanente de paix de Félix Houphouët-Boigny est marquée par 3 signatures.
la basilique Notre-Dame de la Paix, le prix international Félix Houphouët-Boigny pour la paix décerné par l'UNESCO et la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Ce 18 octobre 2024, il aurait eu 119 ans. Voilà, Félix Houphouët-Boigny, bâtisseur de la nation ivoirienne. Les grands hommes ne meurent jamais, car leurs œuvres parlent en leur faveur. Et nous le disions à l'entame de cette édition, vous le savez, nous sommes vendredi, et tous les vendredis, le sport prend toute sa place. Et le sport, ça maintenant. Et on parle de sport ce 13h avec notre collègue de RTI Sport, Jean-Sylvain Esso. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Herman. Alors avec vous, on parle surtout de football et précisément d'éliminatoires de la CAN 2025. Alors, première défaite pour le sélectionneur ivoirien Faye Mers. Oui, Herman, le mardi dernier du côté du Libéria, les éléphants de Côte d'Ivoire ont été surpris par les Lion Stars de la Sierra Leone. Et notre envoyé spécial, tout simplement Moyabi Diabaté, dans le cadre de cette 4e journée de ces éliminatoires pour la CAN Maroc 2025, Moyabi Diabaté, Patrick Dadier reviennent tout simplement sur la première défaite du sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Emer Safaye. Au bout d'un scénario improbable, il a réussi à rentrer de la plus belle des manières dans l'histoire de son pays, en donnant à la Côte d'Ivoire sa 3e Coupe d'Afrique des Nations, après 1992 et 2015. Depuis son intronisation à la tête des éléphants, Emer Safaye était jusque-là invaincu. Les statistiques parlent en sa faveur. En 12 matchs, on note 7 victoires, 4 nuls et seulement une défaite. Celle enregistrée le 15 octobre 2024 face à la Sierra Leone lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Au stade Samuel Doué de Morovia, le sélectionneur ivoirien Faye ne cache pas sa responsabilité. Franchement, on n'a pas fait un bon match. On n'a pas été bon défensivement. J'ai pas aimé la concentration qu'on a eue sur l'aspect défensif parce qu'ils nous ont pas posé beaucoup de problèmes. Les adversaires, ils ont été moins bons, je trouve, que vendredi, mais on n'était pas aussi concentrés que vendredi défensivement. Offensivement, on n'a rien apporté. Malgré la déception, les supporters ivoiriens continuent de garder le moral. C'est le football. Quand tu gagnes, il faut accepter aussi des pertes. Nous avons perdu vraiment face à la Sierra Leone. Donc j'ai dit vraiment félicitations à tous les Ivoiriens, à tous les joueurs, à tous les supporters. Et nous devrons continuer de supporter l'équipe. Face à la contre-performance, Faye et son groupe restent leaders de leur poule avec 9 points. Comme ce fut le cas lors de sa prise de fonction, Faye saura remobiliser et tirer les enseignements de cette défaite. Alors Serge, quelles sont les chances de qualification des éléphants? Les éléphants vont-ils nous replonger dans les sempiternelles questions d'hypothèses de probabilité de qualification? Oui, plusieurs schémas se présentent aux champions d'Afrique. Le premier, c'est d'éviter la défaite lors de l'avant-dernière journée, le déplacement en Zambie. On se rappelle que la Zambie avait infligé un 3-0 aux éléphants de Côte d'Ivoire. On était en juin 2023 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2024 qui a eu lieu ici en Côte d'Ivoire. Donc si la Côte d'Ivoire réalise un bon résultat, c'est-à-dire évite la défaite, les éléphants sont directement qualifiés. Si les éléphants perdent en Zambie et que la Sierra Leone perd également lors de son match face au Tchad, en ce moment la Côte d'Ivoire sera qualifiée sans avoir besoin d'attendre la dernière journée. Si les éléphants de Côte d'Ivoire perdent et que la Sierra Leone bat le Tchad, en ce moment les éléphants devront croiser les doigts et pourquoi pas essayer d'arracher la qualification à domicile lors de l'ultime match face au Tchad. C'est dire tout simplement qu'on a encore 2 matchs peut-être de suspense avant d'aller défendre notre trophée de champion d'Afrique du côté du royaume chérifien. Et on espère que ces hypothèses nous seront favorables. À l'affiche également de la page sport de ce 13h, nous avons bien la Ligue 1 avec la 5e journée, le Racing Club d'Abidjan contre l'ASEC, le Zoman contre la FAD en direct sur la 3. Pourquoi le choix de ces 2 matchs? Oui, le choix de ces 2 matchs, parce que quand on regarde en termes de mobilisation, le RCA avec ses supporters, les Ultras de Poy et la SEC Mimosa avec également ses supporters, le Mujoun, ce sont ces 2 clubs-là qui mobilisent le plus. On espère tout simplement que ce soir, ces supporters-là seront présents dans la cuvette du stade Félix Houphouët-Boigny à l'occasion de cette 5e journée pour ce choc-là. Et puis l'autre gros format de cette 5e journée, c'est le match Zoman AFAD d'Abidjan. Zoman qui est en quête de sa première victoire de la saison et puis l'AFAD qui est le leader avec
4 matchs et 4 victoires avec un attaquant, c'est bien Daniel Niawa qui a inscrit au moins un but sur ses dernières sorties. Donc c'est un match qui fait déjà saliver. Quand on regarde également les dernières statistiques entre ces deux clubs-là, eh bien avantage à cette équipe de la FAD d'Abidjan qui part avec la faveur des pronostics. Est-ce que maintenant pour ce troisième face-à-face en Ligue 1-là, l'équipe de Zoma va briser la malédiction? On attend de voir, ou est-ce que c'est tout simplement la FAD qui va poursuivre son invincibilité cette saison en Ligue 1? On attend de voir, mais la réponse c'est sur RTI 3 le dimanche à 15h30. Et il y a également du football féminin. Oui, le football féminin. Si les hommes, eux, seront donc à leur 5e épisode de la Ligue 1 ce week-end, les dames, elles, entameront donc cette aventure 2024-2025. Le lancement du championnat féminin a été fait du côté donc de la Maison de Verre, c'est du côté du siège de la FIFA avec Pascal Koné qui était tout simplement l'envoyé spécial du RTI Sport. 14 clubs disputeront le championnat national de football féminin, contrairement à la saison dernière où 12 clubs y ont pris part. Pour cette saison, le stade annexe de Boaké sera le théâtre de cette rentrée des classes entre les championnes de l'Inter FC qui affronteront la SEC Mimosa le samedi 19 octobre. L'annonce a été faite par la présidente de la commission du football féminin. Nous avons choisi la ville de Boaké pour la mobilisation et aussi pour la vulgarisation du football féminin. Chaque année, c'est Abidjan. Il y a beaucoup de clubs qui viennent de l'intérieur, donc il faut aussi satisfaire les gens de l'intérieur. En termes d'innovation, outre le nombre de clubs revus à la hausse, la commission exécutive de la Ligue féminine veut passer à une étape supérieure quant à la vulgarisation du football féminin en Côte d'Ivoire. Pour la ville de Boaké, on voulait se rapprocher aussi de la population. Vous savez, quand on parle de football féminin, c'est toujours une curiosité, c'est toujours une envie de découverte et tout. Et vous comprenez que pour Boaké, ce football féminin qui vient vers eux, c'est un événement déjà pour eux. Donc nous avons espoir que tout le monde sera au stade de Boaké. Au total, 186 matchs seront disputés sur 12 stades en 26 journées. Et puis Herman, on termine avec le 45e championnat des clubs champions au niveau donc de la discipline de handball. Fin de parcours pour les deux représentants ivoiriens, à savoir Abidjan Handball Club chez les dames et la Renaissance Don Bosco chez les hommes. Ces deux représentants ont été sortis donc à l'étape des quarts de finale. Ils ne verront malheureusement pas l'épreuve des demi-finales. Les matchs des demi-finales, les 4 matchs, les 4 derniers matchs donc de cette compétition-là, eh bien, vont se dérouler ce soir. C'est du côté du royaume chérifien où nous avons notre envoyé spécial également, Véronique Conan. Merci à vous, Serge Essot, pour toutes ces précisions concernant l'actualité sportive. On retient que nos Parchidem ont encore 2 matchs à suspense à jouer. On espère que les dieux du foot nous accompagneront au cours justement de ces 2 matchs. Pour l'heure, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.